Bonsoir à tous et à la une ce soir, J-1. Avant le 1er mai social, le tout premier du quinquennat Macron. Syndicats et forces d'opposition de gauche espèrent réussir l'exercice, mais les divisions sont bien nombreuses. Alors ce 1er mai sera-t-il une démonstration de force ou plutôt de faiblesse? Comment comprendre la relation compliquée entre gouvernement et syndicats? On en parle tout de suite avec nos invités. Le principal suspect dans la mort d'Angélique a été présenté à un juge d'instruction. Derrière l'horreur des faits, de nombreuses questions se posent. Comment éviter la récidive, comme c'est le cas ici? On en débat à 19h30 avec Christian Saint-Palais, avocat pénaliste, et Serge Portelli, magistrat et président de la Cour de la Chambre à la Cour d'appel de Versailles. Elle dresse le portrait d'une génération, celle qui est au pouvoir aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Elle était avec lui et bien d'autres visages connus sur les bancs de Sciences Po. On fera le point avec elle. Anne-Sophie Beauvais publie « On s'était dit rendez-vous dans 20 ans ». Rendez-vous à 19h40. Bonsoir Aurélie Casse. 4 randonneurs sont morts de froid dans les Alpes suisses. 5 autres sont hospitalisés dans un état grave après avoir été surpris par une tempête dans le secteur du Pigne d'Arola. Ils ont dû passer la nuit de dimanche à lundi à plus de 3200 mètres d'altitude. C'est ce qu'indique la police du canton de Valais. Hier, dimanche, 14 randonneurs se trouvaient dans la montagne et ils se sont trouvés face à une grosse tempête qui les a contraints à devoir passer la nuit dehors. Malheureusement, actuellement, 4 personnes ont perdu la vie et puis 5 autres sont toujours dans un état grave. Ces personnes souffrent d'hypothermie. Les victimes n'ont pas été formellement identifiées, mais on peut avancer qu'il s'agit de randonneurs de nationalité italienne, allemande, mais également française. Les faits ont eu lieu à proximité de la cabane des Vignettes, dans les environs du Pigne d'Arola. Et c'est ce matin, vers 6h30, que le gardien de cette cabane a appelé les secours qui sont intervenus sur place en nombre, puisque 7 hélicoptères avec plusieurs médecins et guides sauveteurs à leur bord ont été dépêchés sur les lieux. La mort d'Angélique, le procureur de la République de Lille, s'est exprimé cet après-midi. On connaît désormais la version des faits de celui qui avoue avoir séquestré, violé, puis tué la petite fille. Le procureur a fait tout à l'heure le résumé détaillé de la journée de mercredi jusqu'au moment où elle bascule dans le drame. Annabelle Rouleau. Le procureur de la République de Lille a détaillé le casier judiciaire du mis en cause. Il nous a parlé de cette condamnation en 1996 pour un viol avec arme sur une mineure de 12 ans, ainsi que 2 agressions sexuelles sur 2 femmes d'une quarantaine d'années. C'était en janvier 1994. Il était âgé de 20 ans. Il est condamné à 9 ans de prison. Il en fait 6 ans et demi. Et puis il sort et ne fait plus parler de lui jusqu'à ce mercredi 25 avril où il se réveille seul chez lui. Sa famille est en vacances. La suite, c'est le procureur qui nous la raconte. Il se rend à Lille le matin. Il achète notamment dans un sex shop des pilules contre les troubles de l'érection. Et ensuite, il va faire des courses et il achète également de la bière. Il passe devant le jardin où se trouve la jeune fille et le garçon qui sera notre principal témoin. Et à ce moment-là, en passant devant ce jardin, il nous dit qu'il a eu envie d'elle et qu'il a voulu la ramener chez lui. Je cite, « C'était plus fort que moi, j'étais comme dans un état second ». Il prétexte donc cet enfant qu'il connaît, cette jeune fille qu'il connaît, va parler avec lui et il prétexte d'avoir un objet à lui remettre pour ses parents et donc elle le suit sans méfiance. Il l'emmène donc chez lui, à son domicile qui est à quelques centaines de mètres. Il pose alors des questions intimes à Angélique. La jeune fille est mal à l'aise, elle veut s'en aller mais il l'en empêche. Ils en viennent aux mains, puis il s'enferme dans les toilettes avec elle et c'est là qu'il la viole et qu'il l'étrangle. Quelques heures plus tard, il se débarrassera de son corps sous une épaisse végétation. Les enquêteurs remontent jusqu'à lui grâce au témoignage clé d'un enfant de 10 ans. Cet enfant leur fait une description succincte de l'homme, mais surtout il leur explique qu'Angélique l'a suivi volontairement. Les enquêteurs en concluent donc qu'Angélique connaissait son ravisseur et dans le fichier des délinquants sexuels, ils découvrent qu'un homme qui vit à 2 rues y est inscrit et cet homme vivait dans le même immeuble que la famille d'Angélique jusqu'à son déménagement il y a 2 ans. Il décide
donc de l'interpeller. Ça se passe samedi soir à la sortie de son travail. L'homme passe rapidement aux aveux. Il conduit les enquêteurs jusqu'au corps de la jeune fille. Pour l'heure, les premiers résultats de l'autopsie confirment sa version des faits. Et une marche blanche sera organisée demain après-midi à Vambrechy, là où vivait la petite Angélique. Kelly Lafin, Magali Chalet avec Clémence Dièche. À la mairie de Vambrechy, les officiers préparent les banderoles à l'effigie d'Angélique pour l'hommage qui va lui être rendu. Proches, voisins et anonymes, très émus, sont venus manifester leur solidarité envers la famille de l'adolescente de 13 ans violée et tuée. Un livre blanc a été déposé et une urne installée pour que chacun puisse faire des dons. Je pense que toutes les mamans du monde se sentent concernées aujourd'hui, c'est abominable. Depuis mercredi, on est vachement sensibilisés à travers les réseaux sociaux, les alertes, etc. Et c'est tragique et on ne peut que compatir avec la famille. Et voilà, il n'y a pas de mots malheureusement. Ça me touche plus particulièrement parce que je les connaissais, mais c'est touchant aussi l'histoire. Je ne sais pas comment ça peut exister ce genre de choses. Je suis maman d'une petite fille. Si je perdrais ma fille c'est toute ma vie, donc j'imagine la peine des parents. Et donc je souhaite leur apporter mon soutien, tout simplement. Comme l'explique le maire, si l'émotion est si vive à Vambrechy, c'est aussi à cause du profil du tueur. Ils n'ont jamais imaginé que ça pouvait être quelqu'un comme ça. Se rendre compte que la personne qu'ils connaissaient et qu'ils côtoyaient régulièrement puisse être délinquant sexuel, c'est la plus grosse question qui revient sur Vambrechy. Dans la matinée, devant le square où Angélique a été vue pour la dernière fois, des fleurs, des lettres et des peluches ont été déposées en hommage à l'adolescente. Une marche blanche doit avoir lieu demain à Vambrechy. Et du 1er mai, les chefs de file du NPA, du Parti communiste, sont en meeting ce soir. Olivier Besancenot et Pierre Laurent à Paris, place de la République. Ils parlent tous deux de meeting unitaire en soutien aux luttes sociales. Et pourtant, pas de tête connue de la France insoumise. Quelques représentants d'Europe Écologie Les Verts et Nouvelle Donne. Ce n'est pas vraiment l'union des gauches souhaitée. Réaction tout à l'heure de Pierre Laurent au micro d'Anne-Sora Dubois. C'est un beau signal d'unité à la veille du 1er mai. Voilà, un meeting symbolique pour dire que les forces de gauche qui seront là ce soir seront unies aux côtés de toutes les mobilisations sociales qui vont continuer, j'espère s'amplifier, et qui manifestement vont durer tous les mois de mai et juin, parce que maintenant on est rentré dans une période un peu permanente d'ébullition sociale. Et tant mieux, parce que je crois que le pays est en train de comprendre les dangers de la politique Macron pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une politique au service des privilégiés. La météo avec un ciel un peu plus lumineux qu'aujourd'hui, mais en même temps on part de loin. Sur les 3 quarts du pays, le temps restera instable des Pyrénées au Massif central. Un ciel voilé sur le quart sud-est, c'est tout gris en Corse. Les températures demain matin, 1 à Rennes, 12 à Nice et jusqu'à 13 à Bastia. Demain, ce sera le 1er mai d'Emmanuel Macron, président. L'occasion théoriquement pour les syndicats et les forces de gauche de souder les rangs de l'opposition à la politique du gouvernement. Mais les nombreuses divisions et mobilisations parcellaires, dispersées, éparpillées, ne transformeront-elles pas cet exercice en une démonstration de faiblesse? Au-delà d'une gauche en morceaux, qu'est-ce qui explique la relation tumultueuse entre syndicats et gouvernement? Pour en parler avec nous, Astrid Panossian, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice d'En Marche, déléguée à l'action internationale auprès des Français de l'étranger pour le mouvement. Sophie Fay, chef du service économie à l'Obs. Bonjour. Aurore Laluc, économiste et porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Et Bernard Sananès, directeur de l'Institut de sondage ELAB. Alors c'est vrai, les conflits sociaux se multiplient. La SNCF, les fonctionnaires, les retraités, une partie des étudiants, Air France. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de foyer plus ou moins important d'ailleurs. Ce 1er mai pourrait s'annoncer comme un grand cru pour les syndicats et pourtant on a l'impression que ça ne prend pas. Sophie Fay, pourquoi à votre avis ? Parce qu'il y a des divisions entre eux, ils ne sont pas du tout sur la même ligne. C'est peut-être un 1er mai historique, c'est peut-être le dernier qu'on verra comme ça. Quand vous regardez bien, il y a à Paris, en tout cas, la CGT et l'Union départementale de FO, Force ouvrière, qui vont manifester ensemble. Et de l'autre côté, vous avez 3 syndicats qu'on dit réformistes, la CFDT, l'UNSA et la CFTC, qui vont aller voir un film
qui fait la promotion du dialogue social et de la négociation en entreprise. Et donc peut-être qu'on est à la veille d'une grande reconfiguration. En fait, ces syndicats se sont rendus compte que finalement ils avaient tous des revendications, mais qu'ils n'étaient pas, en ce moment, ils ne sont pas assez forts pour peser. Le président de la République, de son côté, a dit qu'il n'avait pas besoin de corps intermédiaire, que la politique nationale, l'intérêt général était représenté plutôt par le Parlement et lui-même qui a le suffrage universel, mais qu'il n'y avait pas besoin des syndicats pour définir les grandes lignes de la politique nationale. Donc, comment peuvent-ils peser aujourd'hui ? Peut-être qu'ils auraient tout intérêt à se recomposer en deux grandes forces, une force réformistes, ceux qui vont au cinéma demain, et une force contestataire, ceux qui seront dans la rue. Et c'est peut-être là, avec des syndicats comme ça, à la fois dans les entreprises, dans les branches et au niveau national, ils auraient peut-être une vraie et une meilleure audience, plus d'influence. On va rester sur les syndicats. D'abord, on parlera des partis politiques après. Mais Astrid Panosyan, c'est vrai qu'on a envie de dire, à la fois, c'est vrai que les syndicats sont divisés, vous l'avez bien expliqué, Sophie Fay, mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'aime pas les syndicats ? Il n'aime pas les... C'est pas vrai. D'abord, il faut rappeler quand même que le droit de grève, c'est un droit constitutionnel, qu'il n'y a rien de plus normal à la veille de la fête du travail et le jour de la fête du travail, d'aller manifester aussi en souvenir de tous ces droits sociaux qui ont été conquis de haute lutte. Le 1er mai, c'est pas un week-end prolongé comme un autre. Pour autant, on voit bien que les revendications elles-mêmes de toutes ces entreprises que vous avez pu citer sont très différentes. Et on ne fait pas converger des gens mécontents simplement parce qu'ils sont mécontents. Entre les salariés d'Air France, les cheminots de la SNCF, les étudiants ou les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, on voit qu'il y a des choses, des revendications très très différentes. On voit qu'il y a effectivement ces manifestations en ordre dispersé et surtout, on voit bien... C'est la faute des autres, c'est pas la faute du gouvernement surtout, ou du président. On voit bien que contrairement à 1995, où les Français pouvaient avoir ce sentiment de faire une grève par procuration, où effectivement les cheminots en particulier se voyaient un peu pionniers de cette lutte sociale, on voit bien d'abord qu'il y a de moins en moins de grévistes, même s'il y a toujours des perturbations et des blocages, mais en plus le soutien de l'opinion publique, monsieur nous le dira, se réduit. Donc il faut, je pense, sur le dialogue social, et ça a tout été l'objet de la loi travail de Muriel Pénicaud, à la fois remettre le dialogue social au sein des entreprises, sur le terrain, et c'est aussi la logique de la CFTC, de la CFDT et d'une partie d'autres des syndicats, et puis sur des questions plus nationales, je pense à la question de l'UNEDIC, aux équilibres de l'assurance chômage ou autres, je pense renationaliser le débat. C'est ainsi qu'il faut le faire dans un contexte social effectivement très fragmenté, où chacun doit pouvoir jouer son rôle sur le terrain dans l'entreprise ou au national. Une nouvelle répartition des forces, une nouvelle répartition des rôles, une nouvelle distribution des rôles, Aurore Lalucq. Je suis quand même un peu étonnée d'entendre parler de dialogue social de la part d'un gouvernement qui ne s'appuie justement pas sur le dialogue social et qui a tendance à mépriser les corps intermédiaires, notamment les syndicats, les ONG et in fine les Français. On est vraiment face à une espèce de technocrature, à un Emmanuel Macron qui finalement est en train d'essayer de réformer la France comme une réforme, un certain type d'entreprise, c'est-à-dire de manière très brutale, sans dialogue, et qui prend les Français bien plus pour des salariés que pour des citoyens, finalement. Je pense que c'est votre vision de l'entreprise qui guide ça, madame. Non, pas du tout. J'aime beaucoup les entreprises, mais après, il y a plein de façons économiste proche de Benoît Hamon. De faire de l'entreprise. Il y a la ligne du MEDEF, et puis il y a d'autres lignes. La ligne du MEDEF, c'est celle du gouvernement. Tout ce qui est à moi est à moi, et tout ce qui est à toi est négociable. Tout ce qui est aux riches est aux riches. Tout ce qui est aux pauvres est négociable. Et c'est là un vrai problème que nous avons aujourd'hui. Par ailleurs, on a une mise sous tutelle quand même de l'État qui ne vient absolument pas servir l'intérêt général aujourd'hui. On le voit avec les différentes lois, notamment avec la réforme de la SNCF, et qui a une vision qui méprise fondamentalement l'intérêt général et qui est plutôt au service d'intérêts privés bien organisés, malheureusement. Bernard Sananès, est-ce que les Français ressentent ce que vient de dire Madame Lalucq, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sentent plus des salariés d'une entreprise, de l'entreprise France, ou plutôt des citoyens ? Je crois qu'il y a un peu les deux. En tout cas, ils reconnaissent
pour partie à Emmanuel Macron dans la dynamique, on va dire, entrepreneuriale, cette idée qu'il faut transformer le pays. Mais il y a une part des Français qui est quasiment égale, et c'est ce qui rend, bien sûr, y compris la lecture de l'opinion, il faut se méfier des grands chiffres, je vous en donnerai un exemple juste derrière. Il y a une autre partie de l'opinion qui considère que cette transformation ne se fait pas pour eux, qu'elle les laisse à l'écart de cette transformation. Et ça, c'est évidemment toute l'équation d'Emmanuel Macron qui donne un chiffre qu'il faut quand même avoir en tête. Finalement, la cote de popularité d'Emmanuel Macron depuis le mois d'août 2017, elle n'a quasiment pas évolué. Elle fait des petites variations, mais il y a toujours à peu près 4 Français sur 10 qui lui font confiance. Une majorité, il faut le rappeler à chaque fois, ne lui faisons pas confiance. Mais dans ce 4 Français sur 10 qui lui font confiance et qui lui permettent donc d'avoir, j'allais dire, un socle réformateur, il y a un écart qui n'a jamais été aussi grand entre ceux qui le soutiennent et qui sont plus nombreux encore dans les catégories sociales qui étaient ces catégories premières. Je pense notamment aux cadres, aux CSP+, aux électeurs d'Emmanuel Macron, aux électeurs de François Fillon, à une moitié des électeurs de Benoît Hamon qui sont en soutien, mais ceux qui lui étaient opposés, qui lui sont encore plus opposés. Et évidemment, cette réconciliation-là, elle ne se fait pas, contrairement à la promesse de rassemblement qui avait été celle d'Emmanuel Macron dans la campagne. C'est ce que vous nous dites. Le clivage surtout sociologique. Oui, c'est un clivage sociologique et peut-être sur lequel s'appuie le président pour avancer aussi. Enfin, il a quand même été élu, je ne voudrais pas qu'on refasse le match retour pendant 5 ans. Sur l'élection d'Emmanuel Macron, il a été élu sur un mandat clair de transformation. Ce qu'il a dit sur le marché du travail, sur la SNCF, ce sont des choses qu'il est en train de faire. Et c'est peut-être ça qui surprend, parce que pour la première fois, on a un président qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Voilà. Ensuite, moi, la principale inégalité dans ce pays aujourd'hui, c'est, madame qui est économiste ne pourra pas me contredire, c'est l'inégalité du chômage. Voilà. On a un taux de chômage qui est particulièrement élevé, qui touche particulièrement les jeunes, et qui est une vraie gangrène dans ce pays. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'abord sur le front de l'emploi, sur à la fois le marché du travail et la formation professionnelle et l'apprentissage. Et c'est sur ces questions-là qu'on sera mesuré dans 5 ans. Ce qui s'est passé est intéressant à Force ouvrière. On l'a vu. Pascal Pavageau a pris la place de Jean-Claude Mailly et ça s'est passé de façon très brutale. Jean-Claude Mailly a eu un tweet très dur sur son successeur et on a bien vu finalement Force ouvrière qui avait participé aux ordonnances, enfin participé au sens avait approuvé, en partie discuté tout en exprimant quelques réserves. Finalement, Jean-Claude Mailly a été désavoué en partie par les siens. Il était au micro de Maïtena Biraben sur RMC cet après-midi et il explique. Et c'est intéressant parce que ça permet de se dire, alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que certains syndicats réformistes se radicalisent? Est-ce que, à l'inverse, les réformistes se cherchent et justement essayent de trouver la voie de dialogue et la voie d'existence, de reconnaissance avec le nouveau pouvoir? Écoutez Jean-Claude Mailly. Ce qui m'importe, c'est est-ce que, à titre personnel, même si, à titre personnel, est-ce que le matin, je peux me regarder dans la glace? Je considère que oui, je peux me regarder dans la glace. Je ne regrette pas ce que nous avons fait, y compris la dernière année. C'était une question à la fois de cap et de réalisme, d'une certaine manière. Et je rappelle que l'ADN de Force ouvrière, c'est un syndicat réformiste, avec toutes ses sensibilités, mais c'est un syndicat réformiste. Oui, c'est Voilà. Et donc, d'une certaine façon, il y a un problème. Les syndicats réformistes ont du mal à exister? Il y a un problème au sein de FO. Vous vous souvenez que pendant la loi El Khomri, ils se sont mis du côté de la CGT et ils sont devenus une sorte de CGT bis et c'était sans issue pour ce syndicat qui a commencé à perdre des élections dans les entreprises, à perdre du terrain sur le terrain. Et donc Jean-Claude Mailly, entre autres parce qu'il avait une bonne entente avec Muriel Pénicaud, parce qu'il y avait un beau dialogue possible avec elle, a décidé de changer complètement d'attitude avec ce nouveau gouvernement et de rentrer aussi loin que possible dans la concertation pour pouvoir peser sur les ordonnances travail. Ce qu'il a très bien fait, puisque la branche, au final, il y a beaucoup de choses qui vont rester décidées par les branches professionnelles qui n'étaient pas prévues au départ. Donc, on a l'impression qu'il a eu une stratégie gagnante, mais une partie de la base de FO n'était pas du tout d'accord avec ça, ne voulait pas aller dans ce réformisme et voulait au contraire être très contestataire. Et c'est elle qui a repris un peu du poil de la bête au dernier congrès. Alors, sur le plan politique, ce soir, on voit aussi des démonstrations qui vont dans tous les sens. Des démonstrations au sens manifestation, je veux dire. On a vu Olivier Besancenot avec Pierre Laurent.
pas de Benoît Hamon, qui n'était pas prévu, m'avez-vous expliqué? Qui n'était pas prévu, mais Génération est bien représentée par Guillaume Balas ce soir. Sur la Voilà, place de la mais République. qu'on avait annoncé et qui n'y est pas. Et puis il y a François Ruffin, et puis il y a les manifestations de demain où il y aura le Parti socialiste dans les défilés syndicaux. Enfin, on a l'impression aussi d'une gauche explosée quand même. Oui, et puis de toute façon, globalement, face à des oppositions qui sont nombreuses et multiples, Emmanuel Macron a un atout, c'est que ces oppositions ne peuvent pas s'unir. Les oppositions politiques d'abord, entre l'opposition du Front National, l'opposition LR et l'opposition des gauches, qui évidemment défendent des positions irréconciliables. On l'a vu par exemple la semaine dernière encore sur le projet de loi immigration et asile. Les oppositions syndicales ont du mal à s'entendre, à l'exception de la SNCF. On voit bien que, et vous l'avez rappelé, même sur le Code du travail, Emmanuel Macron a réussi à les diviser. Mais surtout, il n'y a pas aujourd'hui d'union entre les syndicats opposés à la politique de Macron et les politiques opposées. On voit bien que la CGT, pour l'instant, on verra d'ici le 5 mai, mais dit qu'elle ne sera pas présente à la manifestation organisée par François Ruffin, qui, elle, est une manifestation anti-Macron. Et politique. Et celui qui, en tout cas en termes d'opinion, aurait pu être le leader naturel de cette opposition de gauche radicale qui est Jean-Luc Mélenchon, ne donne pas des signes qu'il veut réussir cette union entre le mouvement syndical et le mouvement politique. Donc finalement, cette opposition qui aurait pu être puissante, elle est assez divisée et elle n'a pas finalement un visage unique qui l'emporte. Ça, c'est un vrai problème pour vous. C'est un vrai problème. Et toute la gauche est à reconstruire. On le sait, c'est pas une nouvelle. C'est pour ça qu'on est là à Génération, justement, pour participer à sa C'est le mouvement reconstruction. de Benoît Hamon, je le précise. De Benoît Hamon, cofondé par Benoît Hamon, mais avec plein de monde à l'intérieur. On a 60 à 70% de nos membres qui ne viennent pas des partis politiques. Donc on a un mouvement nouveau de gauche, effectivement, mais on sait bien que tout est à reconstruire et tout est à reconstruire aussi sur des propositions. Et il y a tout un besoin aussi de déconstruction de toute l'idéologie et de tous les intérêts qu'on a pu entendre ces dernières années. Quand je vous entends parler de la question de l'emploi, effectivement, c'est une vraie problématique. Mais la vraie problématique des Français, c'est aussi la pauvreté. On a eu un bond de la pauvreté, 600 000 pauvres de plus, et de grands pauvres de plus en 10 ans. Et les politiques de flexibilisation et libéralisation du marché du travail, on sait très bien une chose en tant qu'économiste, c'est que ça ne crée pas d'emploi. Par contre, ça crée de la pauvreté, ça crée des inégalités. Donc à un moment aussi, il va falloir qu'on ressorte de l'idéologie. Il va falloir qu'on ressorte de l'idéologie, qu'on soit factuel, qu'on arrête d'être dans l'utopie, qu'on regarde les choses tranquillement et qu'on voit ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et désolé, mais jusqu'à présent, la seule politique qui a marché, c'est la réduction du temps de travail. Je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas chic. Je pense qu'on est tous surpris de ce que vous dites sur le plateau. L'OFCE n'est pas choqué, tout comme l'OCDE n'est pas choqué de dire qu'il y a un seul besoin en France. Continuez comme ça, vous allez avoir des succès absolument magnifiques. La flexibilisation du marché du travail n'a pas donné grand-chose en France jusqu'à présent. D'abord, je voudrais féliciter Génération parce qu'ils partent un petit peu du même concept qu'En Marche, de sortir des partis politiques pour faire quelque chose de beaucoup plus participatif et en faisant appel aux électeurs, aux vrais militants associatifs. Et donc, c'est bien que vous puissiez prendre le train un petit peu différemment de ce que pouvait être fait avant par des gens qui, par ailleurs, étaient quand même très, très implantés dans des partis politiques traditionnels. Simplement, moi, je reviens sur une chose. On a 5 ans, non pas pour reconstruire la droite, non pas pour reconstruire la gauche, mais pour reconstruire le pays. On a un mandat de transformation, un projet de société qui est que chacun, dans notre pays, doit pouvoir trouver sa place et dans lequel rien n'est joué d'avance. Parce que ce que, justement, les gens n'en pouvaient plus ici, c'était que les gens avaient l'impression, en fonction du lieu où ils habitent, en fonction de leur niveau d'études, tout pouvait être déjà joué d'avance dans la vie. Et c'est précisément ça qu'on veut pouvoir casser. Le travail est un lieu, je pense encore aujourd'hui, d'émancipation et c'est pour ça que le travail est au cœur du projet aujourd'hui défendu par la majorité présidentielle. Et là-dessus, il faut travailler à la fois sur le marché du travail, sur la formation professionnelle. Vous parlez de l'OFCE, moi je peux vous parler de l'Europe du Nord. Moi je suis d'origine scandinave par ailleurs, donc je connais bien ces pays et je vous invite à y aller, vous verrez. La question, c'est pas la réduction du temps de travail. D'ailleurs, ça n'a été copié par personne d'autre. Donc très franchement, si la France était championne du monde sur ces questions-là, elle aurait été copiée, ce qui n'a pas été le cas. C'est vraiment sur un marché du travail qui permet de l'agilité, de la souplesse et beaucoup de formation des personnes et d'accompagnement
des chômeurs dès qu'ils sont en situation de chômage pour leur permettre de gérer cette situation. Dans ce cas-là, inspirons-nous de la puissance des syndicats dans l'Europe du Nord. Tout à fait. Tout à fait. Et que les gouvernements n'ont pas mais qui ne sont pas dans les mêmes postures. Les syndicats d'Europe du Nord, d'Allemagne ne sont pas dans les mêmes postures que celles que vous allez rejoindre ce soir. Et des politiques égalitaires menées en Europe du Nord. Et vos politiques font tout sauf aller dans le sens de l'égalité. Elles nourrissent les inégalités. Sans intervenir dans le débat politique, on voit, et c'est un risque pour Emmanuel Macron, un axe de critique nouveau se structurer depuis quelques semaines. Au-delà du président des riches, qui a été beaucoup véhiculé, on voit la critique de la méthode, y compris d'ailleurs dans une partie de l'électorat qui a voté pour lui au second tour. Et cette critique, elle devient plus importante sur le sentiment qu'il y a une fausse écoute, le sentiment qu'il y a une décision solitaire. Et c'est vrai que notamment dans la sortie éventuelle du conflit SNCF, ce sera un point de vigilance pour Emmanuel Macron, pour l'exécutif, de montrer que, même s'il est en passe peut-être de remporter cette étape-là, il aura trouvé une sortie négociée avec des syndicats. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Restons ensemble. On va évoquer ce drame, la mort d'Angélique, la récidive des délinquants sexuels. Comment prévenir ces drames? À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Bon week-end? Oui, vraiment bien occupé. Je me suis levé tôt, j'ai surfé un peu sur le net, et puis arrosé mes plantes. J'ai retrouvé un ami. Ah, et je me suis fait une nouvelle playlist. Et toi? C'était à peu près pareil. Nouveau Ford EcoSport. Mettez du SUV dans votre vie. À partir de 149 € par mois, avec Bluetooth, jantes alliage, air conditionné et aide au démarrage en côte. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur eliterencontre.fr. Croyez-moi, pas besoin de costume pour changer le monde. Hey! Pour changer le monde, gardez l'esprit ouvert, mettez-vous à l'aise et soyez prêts à tout. ManoMano.fr souhaite la bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, roi de la frime. Bienvenue à toi, le méchant du film. ManoMano.fr, cliquez, bricolez, jardinez. Autrefois, on fixait ainsi. Plus tard, comme ça. Et enfin comme ça. Faites place à une nouvelle ère pour la fixation avec le premier clou adhésif de Tesa facilement ajustable. Choisissez le clou adhésif ajustable de Tesa. Le bon choix, c'est Tesa. Monsieur Store, 1000 façons d'aimer sa maison depuis 30 ans. Direct Énergie invente les heures super creuses. Entre 2h et 6h du matin, votre électricité coûte 2 fois moins cher que pendant la journée. Avec les heures super creuses, vous faites des économies même en dormant. Alors rejoignez Direct Énergie et profitez de votre compteur Linky pour faire encore plus d'économies. Alfa Romeo Stelvio et Giulia, avec transmission intégrale Q4. En ce moment, profitez de 4 ans de garantie offerte sur toute la gamme. Quand on devient propriétaire, on ne devrait pas pour autant renoncer aux petits plaisirs. On se ferait pas un petit resto là? Ah oui. Oh, écoute, c'est la petite paire qui me manquait. Bonjour Claude. Bonjour. On se fait un petit week-end? Bon week-end. Ne renoncez pas aux petits plaisirs. Confiez-nous l'assurance de votre prêt immobilier et économisez jusqu'à 15 000 €. En plus, nous résilions pour vous votre ancien contrat. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Toi aussi, tu as trop de vêtements dans tes placards? Vends-les sur Vinted. Télécharge l'application, prends une photo de ton article, ajoute-le et vends. Le meilleur dans tout ça? Tu vends sans frais sur Vinted. Grâce à Vinted, tu gagnes de l'argent et tu fais de la place dans tes placards. Commence à vendre dès maintenant. Télécharge gratuitement l'application Vinted. Tu ne le portes pas? Vends-le. Moi, Emery Marton, votre nouvel agent immobilier, j'ai réduit vos frais à seulement 2 000 € fixes. Acheteur, vendeur, tout le monde est gagnant. Merci Marton. Merci Marton. Merci Marton.
sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Bonjour, recevez les interviews. Je m'appelle Pauline et ça fait 3 ans que je travaille pour Comme J'aime. Vous imaginez, vous, pouvoir mincir en mangeant du bœuf bourguignon, des tomates farcies ou du couscous? Chez Comme J'aime, nous avons adapté les recettes préférées des Français pour en faire des plats minceurs. C'était un sacré challenge, mais on a réussi. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 109 108. 0800 109 108. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. La revente facile avec Vendezvotrevoiture.fr. 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 Évaluez votre voiture en ligne gratuitement et vendez-la dans une agence proche de chez vous. Vendezvotrevoiture.fr. Et quelle est la valeur de votre voiture? Vendezvotrevoiture.fr. J'ai acheté ce skateboard pour mon fils de 11 ans. J'avais trop envie de l'essayer. Je pouvais pas résister. Mais j'ai dû le rendre à son propriétaire légitime. Et maintenant, il ne peut plus rien faire sans. Alfa Romeo Stelvio et Giulia, avec transmission intégrale Q4. En ce moment, profitez de 4 ans de garantie offerte sur toute la gamme. Le rappel des titres avec vous, Aurélie. À la une, c'est 4 randonneurs qui sont morts de froid dans les Alpes suisses. 5 autres sont hospitalisés dans un état grave. Ils ont été surpris par une tempête dans le secteur du Pigne d'Arola. Ils ont dû passer la nuit de dimanche à lundi à plus de 3200 mètres d'altitude. C'est ce qu'indique la police. Il s'agissait de 2 groupes de 14 randonneurs italiens, allemands et français. L'homme qui a avoué avoir tué la petite Angélique va être présenté à un juge en vue d'une mise en examen. L'information judiciaire est ouverte pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Le procureur de la République de Lille s'est exprimé tout à l'heure. L'autopsie révèle que la petite a été étranglée. La veille du 1er mai, Olivier Besancenot et Pierre Laurent organisent en ce moment un meeting place de la République à Paris avec quelques représentants d'Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, Génération, le mouvement de Benoît Hamon, même si Benoît Hamon, lui, n'est pas présent. Il y a quelques députés également de la France Insoumise. À la une également ce soir, cette déclaration de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Israël a des preuves concluantes d'un programme nucléaire iranien secret. Il dit s'être procuré des documents, des accusations, alors que le président américain Donald Trump s'apprête à déchirer l'accord sur le nucléaire iranien, dans lequel Téhéran a accepté de mettre sur pause son programme nucléaire. L'homme qui a avoué avoir tué la petite Angélique, une adolescente de 13 ans à Vambrechy dans le Nord, avait été condamné pour des faits commis en 1994. Viol avec arme, attentat à la pudeur aggravée, vol avec violence selon le parquet. Il était âgé de 21 ans, il avait été copé de 9 ans de prison et était sorti 6 ans plus tard. Depuis cette affaire, son nom était référencé dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dit aussi FIGES. Bonsoir Christian de Saint-Palais. Vous êtes avocat pénaliste, président de l'association des avocats pénalistes. Bonsoir Serge Portelli, magistrat, président de la Chambre à la Cour d'appel de Versailles. Comment prévenir ce type de drame? La récidive des délinquants sexuels, c'est un sujet qu'on a
souvent, hélas, trop souvent, et hélas encore, évoqué ici sur ces plateaux, sur nos plateaux. Et donc, aujourd'hui, de nouveau, avec ce drame, on se repose la question. Et j'ai donné un peu le CV, pardonnez-moi, de cet homme qui aujourd'hui a 45 ans, qui a avoué les faits, qui a l'air de montrer avoir eu une forme de pulsion. Comment est-ce qu'on peut prévenir ces drames et est-ce qu'on a progressé depuis la création de ce fichier et les nombreuses lois qui existent depuis une vingtaine d'années autour de ces questions? Serge Portelli. J'allais presque dire que c'est presque impossible de prévenir réellement ces drames. Là, on est focalisé sur un de ces drames de meurtre sexuel commis par un récidiviste. Ce qu'il faut savoir, c'est que les récidives des meurtres sexuels ou même des viols sont assez rares. Si vous regardez les chiffres des cours d'assises, vous remarquez que moins de 10%, largement moins de 10% des gens qui sont condamnés par les cours d'assises pour ces affaires-là sont des récidivistes. Donc en fait, vous avez beaucoup de gens qui passent à l'acte et qui n'ont jamais eu affaire à la justice. Il ne faut surtout pas oublier que l'immense majorité des affaires de violences sexuelles graves sont des affaires qui se passent non pas dans la rue, non pas avec des inconnus ou des gens qui sont des proches même, mais au sein de la famille. Voilà. Donc c'est pour ça que le problème de la prévention est extrêmement difficile à apporter. Alors on a évidemment fait vraiment des progrès, mais on ne pourra jamais prévoir à l'avance qu'une personne va passer à l'acte. Que ce soit d'ailleurs pour un crime sexuel ou pour autre chose, on ne peut pas prévenir l'avenir. Et ça, c'est vraiment une des bases, j'allais presque dire, de l'humanité. Bien sûr. Christian Saint-Palais, à quoi sert ce fichier alors? Il existe, et les personnes inscrites ont l'obligation de justifier leur adresse une fois par an et de déclarer leur changement d'adresse tous les 15 jours. Mais est-ce que ça peut suffire? Alors d'abord, ce fichier n'a pas la prétention d'empêcher la récidive. Parce que nous savons effectivement ce qu'est le risque de vivre en collectivité, il faut le dire. Jamais nous n'empêcherons totalement la récidive. Mais nous nous sommes dotés de moyens, c'était votre première question. Cet homme a été jugé, je crois, en 1996, pour des faits en tout cas de 1994. Et depuis, nous nous sommes dotés d'une loi qui, elle, a pour objet de prévenir la récidive, c'est l'instauration du suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire qui peut être assorti d'une injonction de soins et qui instaure une surveillance de la personne pendant 20 ans. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'on a les moyens de suivre une personne? Et est-ce que c'est pas le problème là? Mais bien sûr, c'est ça la question à se poser. Avons-nous les moyens de prévenir la récidive, non pas de l'empêcher. Disons les choses clairement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émotion, dans la douleur. Une petite fille est morte dans des conditions atroces, bien sûr. Mais il faut dire les choses. Nous ne l'empêcherons pas totalement. Maintenant, quand un homme est identifié comme étant passé à l'acte d'un crime sexuel, aucun juge n'est indifférent au risque de récidive. Ça aussi, je veux le dire. Moi qui suis avocat, que je défende des parties civiles ou des accusés, aucun juge n'est indifférent au risque de récidive. Donc la loi lui permet d'assortir, et permet aussi à la cour d'assises, avec des jurés citoyens, d'assortir une sanction d'un suivi socio-judiciaire pendant 20 ans parfois, selon la personnalité de l'accusé. Et là, ce condamné va être suivi. Y a-t-il les moyens suffisants pour qu'il soit suivi convenablement? L'injonction de traitement, est-ce qu'elle est suivie? Est-ce qu'on a les moyens de vérifier que quelqu'un se traite? C'est plutôt ça, non? Bien sûr que c'est ce qu'il faut mettre en place. Il y a un médecin coordonnateur, par exemple. Ça, c'est la loi. Et puis nous avons nos clients anciennement condamnés qui viennent nous voir, qui nous donnent des nouvelles, qui ne nous disent pas tout, hein, je vais bien le croire. Mais dans les discours desquels nous percevons que ce suivi n'est pas tout à fait aussi serré qu'il devrait l'être. La loi le permet, mais il faut des moyens. Il faut aussi prendre en charge les hommes condamnés en prison. Il y a des hommes de très bonne volonté dans les prisons, mais parfois ce sont aussi des très jeunes qui sont en charge d'assurer ces traitements, peut-être pas les mieux formés, je ne sais pas. Il faut réfléchir à cela. Y a-t-il suffisamment d'hommes et de femmes chargés de prendre en charge les délinquants sexuels quand ils sont en prison? Et à la sortie, assurément non. Commençons par cela. Quels sont les autres modèles? Parce que c'est vrai que ce fichier, il existe. Et donc, cette personne était sur ce fichier. Et en plus, il avait rempli globalement toutes ses obligations, sauf une fois. Néanmoins, il est repassé à l'acte. Il a absorbé des médicaments, il a absorbé de l'alcool. Et il a commis un acte qu'il a avoué et reconnu terrible. Est-ce qu'il y a d'autres modèles dans le monde qui fonctionnent? Parce que ce fichier...
il est à la disposition des responsables judiciaires, des responsables administratifs, de la police, mais pas des élus. Et j'aurais qu'on écoute le maire adjoint de Vambrechy, qui est cette ville dans le Nord. Et lui, il demande quand même, comme élu, à ne pas être complètement exclu de la situation dans sa commune. Si on avait su, ça n'aurait pas été possible non plus de vivre pour cette personne, c'est évident. Donc c'est très compliqué, la loi est peut-être mal faite, mais c'est pas moi qui vais la refaire pour qu'elle soit mieux, hein. C'est pas possible. Il y a certainement quelque chose à faire entre le système américain où on dit tout sur tout le monde et le système français où on dit tout sur tout le monde. Voilà, le système américain, il existe, on dit tout sur tout le monde, ce fichier, il est public. Vous avez dit tout à l'heure, vous me le disiez, c'est sur une forme d'appli sur un iPhone. Vous prenez votre iPhone, là je l'ai là-bas, vous tapez, vous allez sur l'application délinquant sexuel, et puis c'est avec un certain nombre d'autres applications, Google Maps, pour pas faire de publicité, et vous avez là, dans un rayon de peut-être 500 mètres, le nom, l'adresse, la photo de tous les gens qui ont été condamnés pour des affaires de violences sexuelles. Alors, a priori, on peut se dire, c'est génial, parce que du coup, je vais pouvoir protéger mes proches, mes amis, mes enfants, voilà. Mais ça a des effets pervers absolument redoutables. Parce que si tout le monde sait où se trouve le paria, à ce moment-là, vous empêchez toute évolution de cet individu. Parce qu'il faut quand même dire que si on est sur la récidive de la délinquance sexuelle, vous avez quand même une grande majorité de délinquants sexuels qui ne font plus jamais parler d'eux. Ça s'appelle la désistance, c'est aussi un terme scientifique qui est équivalent de ce qu'on appelle la récidive, où les gens arrêtent de commettre des actes de délinquance et notamment stoppent totalement leur délinquance sexuelle. Mais si vous avez ce type d'application, si tout le monde sait, pas simplement les maires d'ailleurs, mais vous, moi, voilà, où se trouvent les gens, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gens qu'on peut sortir avec des moyens, avec des thérapies, avec des aides, parfois avec des aides de la collectivité, bon, il y a plein de moyens. On leur enlève la deuxième chance, mais les enfants qui sont assassinés dans ces conditions, ils n'ont pas de deuxième chance. Hein, oui, mais laissez-moi juste terminer. Oui. Si vous continuez sur cette lancée-là, c'est-à-dire que si vraiment vous fichez tout le monde et que tout le monde est au courant, à ce moment-là, ces gens-là, il n'y aura plus aucun moyen de les faire sortir de cette délinquance, et c'est assez difficile de le faire. Du coup, vous allez les parquer en dehors de la ville. Et aux États-Unis, il y a un très beau livre d'ailleurs de Banks, un très bel auteur américain, qui a écrit « Lointain souvenir de la peau ». Il faut vraiment le lire, parce que tous ces gens-là, il dit, ils se sont retrouvés sous un pont. Et là, ils vivent comme des clochards. Et évidemment, la meilleure façon de transformer ces gens-là en récidivistes, c'est effectivement de tout savoir, de les parquer dans un endroit ignoble. Alors comment et puis on trouve les laisser faire. Le chemin moyen, comme le demande cet adjoint au maire? Comment est-ce qu'on trouve un chemin moyen entre le modèle français et le modèle américain? Alors on a une liste de moyens. Je ne sais pas lesquels vous pensez qui sont les plus pertinents. Mais moi je crois d'abord qu'il ne faut pas renoncer à un modèle de société auquel nous croyons. Les États-Unis, le système qu'évoquait le président Portelli, on l'appelle name and shame. Donner le nom et mettre la honte sur cette personne-là. Dans ce que l'on comprend de l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, on comprend que l'auteur se dit avoir été victime d'une pulsion. Vous voyez qu'on revient toujours à la même question. Comment juguler les pulsions de ces hommes? Le traitement, qui peuvent durer toute une vie, hélas, c'est ça. Mais peut-être si les médecins le disent, pourquoi pas? Peut-être, et dans ce cas-là, obliger à un traitement, à une prise en charge. Mais vous voyez bien que pour accepter et pour adhérer, être compliant à une prise en charge qui serait ordonnée par un juge, mais il faut être dans des conditions de vie qui sont très loin de name and shame. Il faut pouvoir vivre intégré dans une société, et comme cet homme d'ailleurs, qui semblait avoir toutes les, si on en croit ce qui est rapporté, qui avait vraisemblablement toutes les conditions pour se réinsérer, pour refaire une vie, et, dit-il, qui aurait été sujet à une pulsion. Donc on est vraiment dans le traitement. Cet homme n'était pas soumis à une obligation de suivi socio-judiciaire parce que la loi n'existait pas. Donc la réponse, pour moi, elle est là. Et ensuite, avec un encadrement tel que la parole de ceux qui ont été condamnés, la parole de ceux qui se sentent soumis à ces pulsions-là, puisse être recueillie dans des conditions idéales par de grands professionnels que l'on a formés, qui sont suffisamment nombreux pour répondre à toutes les attentes. Est-ce le cas aujourd'hui ?
Je pense que ça n'est pas le cas au niveau des moyens. Je dis qu'il y a des hommes de bonne volonté qui sont disponibles pour recueillir ces paroles et assurer les traitements, mais que les fonds... Combien faudrait-il? Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Plus de médecins coordonnateurs, plus de... Eh bien, peut-être profitons, puisque l'émotion suscite chez certains l'idée de proposer des nouvelles lois. Moi, je pense qu'il ne faut pas légiférer de nouveau. Mais faisons un état des lieux. Peut-être y a-t-il des ajustements quand on entend le maire adjoint qui s'exprime. J'ai trouvé avec infiniment de mesures, beaucoup de raisons, mais qui cherche une solution. Il a raison. Nous sommes face à ce drame et nous nous disons, est-ce qu'on peut peut-être mettre le curseur ailleurs, peut-être au niveau des autorités qui seraient informées, pourquoi pas. Mais vous savez, en pointant à la gendarmerie en milieu rural, les choses se savent. Puisque ceux qui ont été condamnés pour crimes sexuels doivent pointer, non pas tous les ans, mais pour crimes sexuels tous les 6 mois. Et donc, en milieu rural, je vous assure, la gendarmerie sait pourquoi la personne vient, et donc les choses se diffusent un peu dans le milieu. Mais ça me paraît assez essentiel. Mais ensuite, si vous dites qu'une autorité dispose d'une information, qu'en fait-elle? Si le maire sait les choses... Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'en fait-il? Mais il ne suffit pas de multiplier les gendarmes, ni les autorités qui sont au courant. Parce que je suis désolé de rappeler que la délinquance sexuelle reste quand même un certain mystère. Moi, je veux bien que on nous dise il y a des médecins coordonnateurs, il y a des psychologues qui sont chargés de faire tout ça. Oui, il y a des traitements. Il y a des traitements, c'est ce qu'ils prétendent. Il y a aussi, j'ai lu qu'il y avait des bracelets électroniques à l'approche des lieux, avec un GPS à l'approche des lieux fréquentés par des enfants. Je peux vous faire un catalogue de tout ça. Oui. Mais le problème, c'est que c'est une question de personne, c'est une question d'individu. Ouais. Et il n'y a pas. Oui, mais alors, est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on écoute. On recherche. Et on ne croit pas à chaque fois avoir inventé la solution miracle. Alors évidemment, c'est très très difficile à entendre, mais si vous discutez vraiment avec des gens sérieux, et en France il y en a beaucoup, il y a des centres de recherche qui s'appellent des CRIAS, qui existent dans beaucoup de régions, et qui, eux, ont la modestie, j'allais dire, de mettre sur pied des programmes de recherche, d'aller à l'étranger, de voir comment ça se passe, de s'inspirer des méthodes qui ont essayé, des échecs aussi. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, en simplement multipliant les psychiatres et les psychologues, on va tout résoudre. Non, non, on va arriver à ça. Là, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. J'entendais 3 psychiatres pour Fleury-Mérogis, par exemple. C'est pas multiplié, ça, c'est pas beaucoup. 4000 détenus. On n'en est pas multiplié, c'est plutôt ça la question. Là, vous mettez Fleury-Mérogis, vous mettez la barre très haut. Mais vous avez des petites prisons où alors là, il y a vraiment encore moins. Donc oui, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui écoutent, il faut qu'il y ait un certain nombre de thérapeutes qui mettent en place vraiment des suivis sérieux. Mais on n'arrivera jamais, et je rejoins Maître Saint-Palais, on n'arrivera jamais à éliminer totalement ce genre d'affaires, d'autant plus, et je le répète, que ce ne sont pas forcément des récidivistes qui passent à l'acte. Moi, ce qui me terrifie tout autant, et même plus, c'est que ce sont des gens qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui un jour commettent l'irréparable. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ces explications. On revient à l'actualité politique puisque c'est un an après l'élection d'Emmanuel Macron. On continue à retourner sur les traces de cet événement majeur pour notre pays, sur les traces finalement aussi de la personnalité du président. Et c'est la une de nombreux hebdomadaires ou journaux. Regardez celle de l'Express, par exemple, l'acrobate. On va en parler effectivement sur cette personnalité. Bonsoir Anne-Sophie Beauvais, vous êtes directrice générale de l'Association des anciens élèves de Sciences Po. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Émile et vous avez publié, on s'était dit, rendez-vous dans 20 ans aux éditions Plomb. Parce que vous étiez dans cette fameuse promotion de Sciences Po. J'allais parler de la promotion de l'ENA, mais en tout cas déjà la promotion de Sciences Po, où il y avait Gaspard Ganzer, le communicant de François Hollande, la journaliste Natacha Polony, Étienne Jarnel, notre confrère du Point, et d'autres personnalités. Dont vous, et vous avez fait ce livre. Qui était Macron étudiant ? Comment était-il ? Écoutez, c'était un élève très brillant. C'était même un des plus brillants de la promotion, incontestablement. Ce que je dis souvent, c'est qu'on lui prédestinait assez facilement un bel avenir. Par contre, on ne l'aurait pas forcément vu en politique, parce que finalement, ça ne faisait pas partie des plus militants, ou en tout cas de ceux qui, à l'époque, s'intéressaient beaucoup à la politique. Il y en a d'autres dans cette promotion. Hugues Rançon, qui est maintenant devenu vice-président de l'Assemblée nationale, était un militant. Mathias Fekl, l'ancien ministre de François Hollande, ou même Gaspard Ganzer, ont vraiment commencé à s'intéresser à la politique à cette époque-là. Et Emmanuel Macron ne fait pas partie, je dirais, des radars de l'époque. Mais c'était incontestablement l'un des plus brillants. Alors pourquoi parlez-vous de génération charnière ?
Parce qu'en fait, c'est vrai on a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron était un très jeune président de la République, ce qui est vrai, 39 ans, c'est assez inédit pour arriver à la présidence de la République, mais on s'est peu intéressé sur ce que signifie vraiment cette génération des quadragénaires et charnières, parce que en fait, on est à la fois l'héritier, notre génération, celle qui a 40 ans aujourd'hui et qui avait donc 20 ans à l'orée des années 2000, on est à la fois complètement les héritiers d'un ancien monde qui est fait de verticalité, c'est cet ancien monde des grandes entreprises, de la haute fonction publique, des grands cabinets de conseil, tout ça a habité nos années d'études. Et en même temps, quand on a eu 20 ans, quand on était tous étudiants à Sciences Po, c'est là où toutes les premières mutations sont arrivées, le numérique, l'Internet qui commence à changer énormément de choses. C'est quoi? C'est la charnière entre ce que peut-être lui ou ses proches appellent l'ancien monde et le nouveau monde. Mais oui, on est effectivement cette génération charnière. Je trouve que le en même temps finalement d'Emmanuel Macron est très intrinsèquement lié à notre génération. On est en même temps les héritiers d'un nouveau monde. Il est encore là, très présent. L'ancien monde, pardon. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'aurait pas pu, je pense, arriver à la présidence de la République sans être l'héritier de cet ancien monde. Il en a eu besoin pour gravir. Il s'est appuyé sur un certain nombre de personnalités assez représentatives, un peu emblématiques de ce qu'on peut dire comme ancien monde, mais qui finalement est une expression, je pense, un peu inadaptée, inappropriée dans le fond, parce qu'en l'occurrence, il s'est appuyé sur un certain nombre de personnalités qui sont très symboliques du système aussi, entre guillemets, comme il l'est dénoncé, mais du système. Mais il s'est déjà appuyé sur ce qu'il était, c'est-à-dire quand même un inspecteur des finances qui avait travaillé pour Jacques Attali dans une commission d'experts qui était, j'allais dire, en haut. Tous ces experts étaient déjà en haut de la pyramide sociale, de la pyramide de réussite, tenaient un petit peu les manettes du pays. C'est là où il les fréquente. Et donc, il a eu besoin de cet ancien monde pour le porter à la présidence. Et en même temps, je pense que s'il n'avait pas compris, justement, par rapport à la génération qui est la sienne, ce qui était aussi un peu ce nouveau monde, avec toutes ces mutations technologiques et même politiques, puisque finalement, ça a été le premier à vraiment concevoir un peu la politique comme un entrepreneur, un vrai entrepreneur, il n'aurait pas pu avoir ce petit plus qui l'a porté là où il est. Donc, je pense que c'est effectivement, quelque part, sa génération qui fait ce qu'il est aujourd'hui et qui fait qu'il exerce aussi le pouvoir d'une manière qu'on peut sembler un peu paradoxal, à la fois le côté libéral et en même temps ce côté un peu autoritaire. Justement, libéral autoritaire. J'ai remarqué que vous utilisez cette expression parce que libéral sur la société. Oui. Et autoritaire dans la méthode, dans la manière, c'est ça ? Absolument, voilà. Et je pense que là aussi, c'est autoritaire, c'est-à-dire ce côté très vertical, un peu jupitérien. Notre génération, c'est ça. On a connu cette société qui était faite de hiérarchie, qui était faite de façon assez descendante. Et je pense qu'il ne s'est pas départi complètement de ça. Et puis, malgré la manière dont En Marche s'est construit par la discussion participative, un peu sur le modèle de Ségolène Royal et Désir d'avenir, etc., en réalité, il a une formation plutôt verticale. Il a les deux. C'est-à-dire qu'il a su effectivement prendre cette forme de modernité, tout ce que la technologie a pu lui apporter dans la construction de son mouvement et des méthodes un peu nouvelles, plus proches de la start-up, et ce fameux en même temps. Et il a su aussi aller attraper ce qu'il a hérité de cet ancien monde, avec encore une fois une forme de verticalité, voire même un peu d'autorité. Et le libéralisme, parce que vous dites sur la société, et ça m'a intéressé, vous avez dit c'est pourquoi il a peut-être un peu de mal à se positionner sur les questions de la laïcité. Parce que je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron est un vrai libéral, en ce sens qu'il pense vraiment la société comme une somme d'individus, j'allais dire. Il est très tourné vers l'individu, avec toute la responsabilité qui doit accompagner chacun d'entre nous. Nous sommes responsables de notre propre destin. Mais nous sommes libres aussi. Mais oui, et nous sommes libres. Et effectivement, la liberté est une valeur essentielle chez lui. Mais ce qu'il pense la société comme un tout, c'est-à-dire comme un vivre ensemble, je pense que c'est quelque chose qu'il a plus de mal encore à conceptualiser. Et du coup, sur des sujets de vivre ensemble, parce que la laïcité, c'est un sujet du vivre ensemble, il a plus de mal à se positionner, mais parce que dans le fond, c'est un vrai libéral. Juste un tout petit mot, il était déjà amoureux de la femme avec laquelle il vit aujourd'hui, son épouse Brigitte. Mais oui, il l'a connue très jeune, on le sait maintenant, et c'est vrai que ça faisait aussi de lui un étudiant assez atypique. Vous ne pouvez pas être à 20 ans un étudiant comme les autres quand vous fréquentez une femme qui a 25 ans de plus que vous. À 20 ans, c'est les sorties entre copains, c'est les flirts, voilà. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron était un petit peu à l'écart de toute cette vie-là, ça c'est certain. Et c'était une forme de maturité, une forme de concentration différente. Oui, il avait effectivement une grande maturité. Tous ceux qui l'ont connu à cette époque-là le disent. Et c'était quelqu'un d'assez à part, il faut le reconnaître, à la fois par cette maturité et puis aussi par ce niveau d'excellence qui était le sien indéniablement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer sur la personnalité de notre président, essayer de comprendre d'où il est venu
et peut-être un tout petit peu où est-ce qu'il veut nous mener au bout d'un an. Restez avec nous, c'est le 20h politique tout de suite.